Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Bon, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ok, aujourd'hui, nouveau petit react d'un youtubeur, Sirius North. Donc ça veut dire North Sirius. Est-ce que la culture mainstream disparaît? Donc c'est la culture mainstream, le grand public, la majorité, quoi. La culture, par exemple, comme je te dis, une série comme Prison Break, elle est mainstream, grand public. Vas-y, eux aussi, ils utilisent des mots américains, ils disent que les Américains. Il y a une question qui me travaille depuis pas mal de temps. C'est celle de la place de la culture mainstream. Ce que j'appelle culture mainstream, c'est les œuvres et les contenus qui touchent le plus grand nombre et qui rentrent dans nos références communes et nos imaginaires communs. Ça me travaille au point où j'ai fait Ouais, comme par exemple Prison Break, c'est la meilleure série. Je pense que majoritairement, on est beaucoup d'accord. une vidéo la semaine dernière. Cette même vidéo là, vous êtes en train de Ou regarder. mainstream, comme par exemple Dragon Ball, c'est le meilleur manga. Ou les 3 meilleurs mangas sont Dragon Ball, Naruto, One Piece. Et au moment de la sortir, j'ai pas voulu la publier. En fait, en la re-regardant, j'ai réalisé que j'étais pas d'accord avec ce que je disais. Pour moi, la culture mainstream, elle était en train de très très progressivement s'affaiblir, jusqu'à peut-être disparaître. Mais en fait, je crois pas. Je vous explique. Pour ça, on va devoir retourner dans le passé. Dans mon passé, quand j'étais gamin dans les années 90 et au début des années 2000. Vous rentriez de l'école, il y avait 6 chaînes à la télé. Donc vous allumiez votre téléviseur, vous aviez le choix entre 6 programmes. C'est tout. Quand j'étais ado, il y avait assez peu de séries qu'on connaissait. On était plutôt tributaire des programmations à la télé, genre Desperate Housewives et Prison Break sur M6, Charmed dans la trilogie du samedi, Les Simpsons sur Canal en clair, le Il y sacro-saint avait Game of Thrones aussi le samedi. Lost sur TF1 et on attendait les épisodes au compte-gouttes. Alors, je vais pas vous mentir, dans mon souvenir, ça paraissait pas peu du tout. Et si jamais on voulait autre chose, on pouvait, il fallait pirater. Non, sinon, t'as acheté des CD. T'as acheté des CD comme ça que tu mets comme ça et tout. Moi, avant, j'achetais les films. Et d'ailleurs, même si on voulait pirater, il y a quand même beaucoup moins de monde sur Internet à l'époque, sur Casa ou Emule, qui sont un peu les équivalents des torrents d'aujourd'hui. Donc si on voulait consommer niche, il fallait s'armer de patience, en plus de faire un truc illégal. Au passage, quand je dis qu'il y avait moins de monde sur Internet, je trouve ça fou, rien qu'en France, on est passé de 14% de la population sur Internet en l'an 2000 à 95% aujourd'hui. Alors vous le savez, j'aime les chiffres. Est-ce qu'il y a un chiffre sur le nombre de séries scriptées qui sort par an? J'en ai trouvé un. En 2022, aux États-Unis, il y a eu 600 séries téléscriptées dans l'année. 600. En 2009, c'était 3 fois moins. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. J'ai très peu de gens dans mon entourage qui consomment les mêmes contenus que moi. Je regarde n'importe quel film quand je veux. Il y a je ne sais combien de séries différentes et je vais peut-être en regarder une que personne ne connaît. Je vais regarder des créateurs et créatrices de contenus spécifiques que les autres ne connaissent pas forcément. Et vous, pareil. Vous allez peut-être regarder Tsuku, Kossi, Adem et Bilal. Ah en plus, c'est le mauvais moment pour les citer. Eux, ils sont en pleine sauce. Vas-y, bref, j'aime pas te parler d'eux. Mais je dirais par exemple qu'il y a encore mainstream. J'aime pas on va utiliser le mot grand public que son mot américain de vas-y, bref. Les ricains ne calculent même pas, on leur donne du gaz. Mais un contenu grand public, par exemple, Squeezie. Squeezie, nous met tous d'accord avec ces trucs seraient d'horreur. Tu vois, et à son époque encore où il jouait les jeux vidéo et tout, comme le jeu de nage où il faisait que d'appuyer sur la souris, tu sais, ils nous mettaient tous d'accord. Cyprien, ils nous mettaient tous d'accord. TK78, Gimmick Stress, tu sais, c'était vraiment le top YouTube. Avec le blédard aussi. Mais c'est vrai que maintenant, par exemple, lui, par exemple, je connais pas. Et eux, on m'a parlé d'eux, mais j'ai jamais regardé. Et lui, je l'ai regardé, mais sur TikTok. Mais de YouTube, j'ai jamais regardé une de ses vidéos. Et elle connaît, mais pas du tout. Qui ont toutes et tous plus d'1 million d'abonnés et que pourtant je ne connais pas. Une autre manière de se rendre compte de ce phénomène, c'est par le biais de la célébrité. En 2025, vous pouvez être une star pour certaines personnes et un parfait inconnu pour d'autres. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau depuis l'avènement d'Internet. Avant, si on était une star, on passait à la télé, donc sur 1/6 des chaînes, et toute la France, ou presque, nous connaissait. Bon, moi, je pense que c'est TikTok qui a déréglé les stars. Avant TikTok, ça allait encore. Après TikTok, tout le monde est devenu star, n'importe qui. Jean-Luc Delarue était une superstar
Et où qu'il puisse aller, il était reconnu. Quand on montrait une photo, personne disait « c'est qui ?» Ce n'est plus du tout le cas. Un mec peut vous demander une photo en tremblant d'émotion, alors que le mec à côté ne vous a jamais vu. Et on y est habitué, mais il faut comprendre à quel point c'est différent de ce qu'on avait avant. Je dis pas que ça n'existait pas, mais c'était sans commune mesure. Aux USA, fin des années 90, un Américain sur 5 avait le même athlète favori. C'était Michael Jordan. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est un Américain sur 20 qui a le même athlète favori. Tom Brady, Michael Jordan, LeBron James, ça change forcément beaucoup plus. Les gens n'ont plus les mêmes idoles. Donc il y a eu, en quelques années seulement, un bouleversement dans notre manière de consommer du contenu. D'ailleurs, on n'appelait même pas ça du contenu avant, on appelait ça juste des œuvres. Et oui, ça pourrait clairement être le sujet d'une vidéo. Ça marche aussi avec ce qui n'est ni film ni série, avec YouTube par exemple, ou bien la musique, avec les plateformes qui les ont rendues hyper accessibles, mais aussi avec les livres. 75 000 nouveautés paraissent chaque année en France, mais en 30 ans, la production de nouveautés a plus que triplé. Ça concerne quasiment tous les supports en fait. Et je trouve qu'il y a la conjonction de deux choses qui se dégagent. D'abord, il y a plus de moyens d'accéder au contenu, ouais, mais il y a aussi plus d'offres de contenu. Oui, la musique est plus accessible, mais c'est aussi plus facile de créer de la musique avec la musique assistée par ordinateur par exemple. C'est beaucoup plus facile aussi de faire de la vidéo. C'est aussi plus facile d'écrire, on peut même s'auto-éditer. L'abondance d'offres, la facilité à créer, l'abondance de moyens d'accéder au contenu, la démocratisation d'un mode de consommation à la demande, tout ça fragmente nos expériences. On est passé de peu de choses vues par beaucoup de monde à plein de choses vues par moins de monde. Ça me fait penser au commerce que j'étudiais, l'offre et la demande. Ça me fait penser à ça. Et il y a la demande, les clients demandent ça, demandent. Et l'offre, elle doit être à ce que les clients demandent, tu vois. Si les clients raffolent de ce produit-là, bah, tu vas commander ce produit-là en plus grande quantité et tu vas en enlever un autre à sa place pour laisser plus de place pour le produit que les clients aiment. Mais là, c'est devenu offre et la demande. Là, les gens demandent. Mais les offres, c'est trop. Il y a trop d'offres pour peu de demandes maintenant. Et ça, c'est en grande partie à cause ou grâce à Internet. C'est avec ces contenus-là que vont se former nos bulles filtrantes. Voilà, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les algorithmes de recommandation, tout ça personnalise ce qu'on voit en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on a regardé, de ce sur quoi on clique. Donc on voit toutes et tous des choses différentes. Malgré tout, il y a encore une forme de collectivité. Il y a des petits groupes, des petites communautés, et j'ai envie de reprendre le terme du sociologue français Michel Maffesoli pour dire qu'il y a des tribus. Du coup, quand on dit tout ça, c'est assez facile. Le français Michel Maffesoli. Par exemple, je le connais pas. Il n'est pas grand public. Pour dire qu'il y a des tribus. Du coup, quand on dit tout ça, c'est assez facile de déduire que la culture mainstream se fragmente. Et c'était ma déduction. Mais je crois que c'est faux. Si on reprend la courbe sur les célébrités sportives américaines, sur la même période, dans une logique de fragmentation, la courbe de vue du Super Bowl devrait baisser, puisque ce qu'on regarde se fragmente. Sauf qu'elle baisse pas. Au contraire même. Depuis les années 2000, ça augmente. Et on passe d'environ 60% de part d'audience à plus de 80%. Pour la Coupe du Monde en France, depuis 98, les parts d'audience télévisuelle stagnent, alors qu'avec la multiplication des chaînes, l'essor du streaming, la baisse du temps moyen passé devant la télévision, on devrait logiquement la voir chuter. Maintenir près de 80% de part d'audience signifie donc que la finale capte aujourd'hui une place encore plus dominante qu'en 98, dans un paysage audiovisuel beaucoup plus fragmenté. Du coup, je me pose une question. Ok, les gros trucs restent vus ou sont plus vus. Mais les petits trucs, est-ce que c'est pas eux qui subissent cette fragmentation ? Alors c'est pas évident de regarder les chiffres, les analyser, parce que j'essaie de sortir l'effet Covid de l'équation. Donc j'essaie de regarder la tendance entre 2000 et 2019. Au passage, c'est sûr que le Covid a eu un impact, il nous a rendu plus casaniers, donc il y a eu un impact. Ah bah oui, forcément, ça c'est logique. Le Covid, tu pouvais que consommer du contenu. Fort sur les lieux culturels comme les salles de concert ou de cinéma, mais c'est des choses qui se consomment super différemment de la VOD. Donc je trouvais que mélanger son impact et celui d'Internet, avec la multiplication des offres, ça rendait la vidéo moins pertinente. Voilà, donc je voulais pas trop parler du Covid. Fin de la parenthèse. On parlait de la musique par exemple. Si on regarde comment se répartissent les spectateurs et spectatrices concernant la diffusion de spectacles de musique entre les petites et les grandes salles, entre 2011 et 2019, on réalise que les petites perdent des parts et que les grandes salles gagnent des parts. Alors entre 2011 et 2019, ils ont changé les typologies de taille. Mais en gros, les grandes passent de 35 à 52% de parts
et les plus petites de 21 à 9%. Donc ça semble confirmer la théorie. Les grosses œuvres et contenus restent vus ou plus vus, et les petits subissent la fragmentation. En revanche, c'est pas quelque chose qu'on observe systématiquement. Ah, ça me fait penser au Rap Contender, ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est vrai, ça. Par exemple, avant, les Rap Contender, édition la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, on peut même aller jusqu'à la 8. Tu sais, en fait, Rap Contender, c'est une chaîne où ça sort des battles, où deux mecs s'affrontent. Et ils t'en sortent un peu. Il y a 8 matchs par édition. 8 matchs où deux personnes s'affrontent. Et dans celle-là, il y a le match pour le titre. Où on va dire, il y a Wojtek. Et là, Wojtek, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Qui était très connu au RC. Et lui, chaque battle, quand il venait faire son match pour le titre, 1 million de vues, 2 millions, 3 millions, 4 millions de vues. Mais, quand par exemple c'était l'édition 6, l'édition 6, les autres matchs étaient regardés. Black Apart vs Obia le chef, que ce soit même Madou vs Croc, c'était regardé. Ou que ce soit Jonath et Pasteurage contre Arcane et Marche à l'ombre. Ils étaient tous regardés, tu vois. Mais là, maintenant, les Rap Contenders, il y a Wojtek qui va revenir, il revient au RC17, tout le monde va regarder. Mais les autres derrière, là, on sait même pas c'est qui, personne va regarder. Tu vois. Et donc, c'est là où ça le rejoint, les gros trucs quand Wojtek il vient au RC, ça va faire beaucoup de vues comme d'hab, tu vois, 700 000 vues, tu vois, même si ça a baissé un peu en vues. Mais tous les autres vont pas être regardés, donc c'est les minorités qui prennent. Je prends l'exemple du cinéma. En 2019, en France, d'après mes calculs que je vous mets en description, 25% des entrées sont réalisées sur les 10 films les plus vus, contre 31% en 2000. Donc pas une grosse diff, mais ça peut être dû à des choses mises en place pour contenir cette polarisation. Par exemple, en 2021, plus de 60% des salles étaient classées art et essai, et donc sont limitées dans leur diffusion de blockbusters. Elles reçoivent une aide du CNC. Par contre, aux États-Unis, c'est complètement le cas. Si on prend le coefficient de Gini très utilisé pour mesurer les inégalités, et qui va de 0 égalité parfaite à 1 inégalité parfaite, entre 1980... Après, personne n'est parfait. Hein. Je sais que, non, je sais, oui, mais personne n'est parfait. 0 égalité parfaite à 1 inégalité parfaite, entre 1996 et 2019, ce coefficient est passé de 0,7 à 0,92 en ce qui concerne les recettes annuelles des films en salle. Mais en fait, si on y réfléchit, s'il y a une polarisation forte de la culture, c'est-à-dire qu'il y a toujours une culture mainstream. Elle est même assez puissante en fait. Elle est moins diversifiée, mais potentiellement elle fédère plus. Et ça, j'avoue, je m'en étais pas rendu compte. Pour moi, on était dans nos bulles, et donc ça affaiblissait cette culture mainstream. Maintenant, il y a un truc qui s'apprête à avoir un impact qui est difficile à prédire et qui pourrait tout changer. L'IA. Là où Internet a fragmenté, l'IA pourrait individualiser. Imaginez dans quelques années, vous allez vous poser sur votre canapé, et au lieu de vous demander quel film regarder pendant une dizaine de minutes sur Netflix, vous pouvez demander à une IA de vous créer un film sur mesure qui colle avec votre mood. Un Fincher peut-être, mais à Téhéran, avec une légère vibe futuriste. Ce film, vous serez le ou la seule à le voir. Peut-être même qu'il sera joué par votre acteur préféré qui n'existe pas. Demain, avec l'IA, les contenus seront générés pour chaque individu. Et ça change tout. Peu importe le contenu. Vous voulez un livre qui mélange Nietzsche, One Piece et Bordeaux? C'est possible. Une musique écrite spécialement pour vous et votre rupture? C'est possible. Et oui, vous pouvez le partager, mais ça sera si proche de... Ouais, mais ça veut dire que s'ils font ça, Netflix va fermer, Disney, Prime Video et tout. Hein. Tout, parce que... Ouais, donc là, je pense, hein, de toute façon, on est beaucoup à le penser. Hein. Faut mettre des lois à l'IA, à l'intelligence artificielle. Faut limiter ça. Proche de vous, si intime, qu'il y a de bonnes chances pour que vous ne le fassiez pas. Sauf que pouvoir dire à quelqu'un « T'as vu ce film ?» et que la réponse ait une chance d'être oui, ou pouvoir faire une blague, une référence et que la personne en face capte instantanément, ça semble primordial pour construire une communauté et faire société. Est-ce que la culture mainstream résistera à ça? Intimement, je le pense. Je le pensais pas, mais je le pense maintenant. Parce qu'on est des animaux sociaux. Parce qu'on a besoin de se réunir autour d'un même imaginaire et de mêmes histoires. Je pense que, quoi qu'il arrive, il y aura des œuvres qui sauront nous fédérer et qu'on aura toujours ce principe d'événement qui, de facto, crée un moment de partage. Une obligation de présence. Mais malgré ces points de rencontre forts, qui devraient rester là,
la place toujours grandissante de l'IA pourrait avoir des conséquences difficiles à imaginer. Il y en a une, en particulier, qui me fait un petit peu plus peur que les autres. Le vivre ensemble. On le voit déjà, ça n'a pas attendu l'IA pour arriver. C'est l'impact sur nos démocraties qui sont de plus en plus fragiles. Débattre, voter, s'écouter, tout ça, ça repose sur un langage commun, des repères communs, même pour les désaccords en fait. Pour être en désaccord, il faut qu'on parle de la même chose. Mais si chacun a ses chaînes, ses sources, ses algos, ses vérités, c'est plus un débat. C'est deux monologues qui se croisent. Il y a d'ailleurs le documentaire The Social Dilemma qui est sur le sujet et que je peux vous recommander. Parce que oui, recommander des choses, se les partager et essayer de dépasser nos bulles et demain nos IA, c'est peut-être l'une de nos meilleures armes pour élargir notre culture mainstream. Par contre, comment on fait pour pouvoir consommer du contenu ? Ok. Franchement, très bonne vidéo du grand public. Est-ce que la culture du grand public va disparaître? Franchement, j'ai bien aimé. Franchement, c'est intéressant. En plus, ça a dû lui prendre du temps de récolter les données, carrément. Il est même parti chez les Américains récolter les sondages, les ceci. Très bonne vidéo. Non, franchement, c'est très gros travail. Maintenant, est-ce que la culture va disparaître? En vrai, non. Je pensais comme lui au début, avant, et avant d'avoir vu sa vidéo, je pensais, moi, que ça allait disparaître, les séries comme... tu sais, une série qui nous parle tous. Par exemple, je te dis Game of Thrones, tu vois? Mais tu penses que ça allait disparaître, ou par exemple, Dragon Ball, le meilleur manga, ou tu vois? Ou minimum Naruto ou One Piece, ou tu vois? Parce que tu sais, avec tous les mangas qu'il y a eu, tu sais, tu peux te dire, ah, ça va disparaître, mais en fait, non. Et c'est pareil, là, je me suis fait la même réflexion avec les rap contenders. Le gros truc va rester, mais en fait, c'est les petits qui tapent. Moi, là, ce que j'ai compris dans cette vidéo, c'est les petits qui tapent. C'est sur les petits que la culture du grand public va disparaître. Mais le gros truc, comme la Coupe du Monde, la finale France-Argentine, ça, bien sûr, ça va rester, ça va parler à tout le monde. Par exemple, la Ligue des Champions a gagné Paris a gagné la Ligue des Champions, ça va parler à tout le monde, tu vois. Tout le monde était devant le match, voir c'est combien, tout ça et tout. Ça les a tapés 5-0. Bref, tout le monde était devant le match. Enfin voilà. Dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que ça va disparaître? Par contre, les IA, c'est les intelligences artificielles, faut faire quelque chose, hein, ça va devenir n'importe quoi. Moi, je suis pas trop dans ce délire-là, là. Ça va tuer des métiers et c'est là où on va faire quelque chose de mauvais. Enfin, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. C'est la fin. Lâche le pouce bleu, abonne-toi, nos